Il y a des chansons comme ça qui vont bien plus loin que leur époque et qui repoussent les limites de ce que peut être la musique. Peu de temps avant les années 2000, des chansons comme Baby One More Time et My Heart Will Go On sont au sommet de l'industrie musicale. Mais une chanson en particulier va venir tout faire basculer. Une chanson qui est devenue emblématique et qui a non seulement conquis les charts, mais qui aussi, grâce à une innovation technique, a révolutionné l'industrie musicale pour toujours. Le titre Believe de la chanteuse Cher va venir redéfinir ce que sera la musique à partir des années 2000. La chanson a évidemment été un énorme succès commercial, atteignant le numéro 1 dans plus de 23 pays. Et en vendant plus de 11 millions d'exemplaires, c'est le single le plus réussi de Cher et l'un des singles les plus vendus de l'histoire de la musique. En gros, ce n'est clairement pas du pipi de chat. Oh, cette expression, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Bref, il faut savoir que la chanson Believe était complètement différente de ce que Cher avait l'habitude de faire à ce moment-là. Les paroles de la chanson décrivent son indépendance après une rupture douloureuse, et la chanson a été répertoriée comme l'une des plus importantes de Cher, vu que c'est aussi son single le plus vendu. En plus de ça, le clip a été nominé pour la meilleure vidéo de danse au MTV Video Music Awards, un clip qui lui a même permis de remporter un prix lors de la 42e cérémonie des Grammy Awards, et la popularité de ce morceau a bien sûr renforcé davantage la position de Cher en tant qu'icône de la culture pop, parce qu'elle a réussi à se réinventer tout en restant fidèle à son image. Mais ce son, qui provient de son 22e album, avait en réalité surtout attiré l'attention du public grâce à un effet vocal un peu spécial qui a été utilisé tout au long de sa chanson. Parce que oui, tu t'en doutes, si je t'en parle, c'est que Believe a été l'une des premières chansons à utiliser l'autotune de manière aussi prononcée. Alors que pendant l'enregistrement de ce morceau dans un studio londonien, il était prévu au départ d'utiliser l'autotune de manière très légère sur le morceau, un technicien va s'occuper d'assembler la chanson sur un vieil ordinateur Macintosh G3. Ce technicien a eu l'incroyable idée d'augmenter un tout petit peu l'autotune sur la chanson de Cher, juste pour voir ce que ça donnait, ce qui a du coup supprimé le glissement naturel de ton dans sa voix. Et l'effet sur ce morceau a donc complètement transformé la voix de Cher, en lui donnant une qualité électronique, voire presque robotique. Cher a ensuite adoré le rendu final, et elle a insisté d'ailleurs pour sortir le morceau tel quel. Et plus de 2 décennies plus tard, la chanson Believe est restée une référence en étant reprise par de nombreux artistes, et en apparaissant dans énormément de films et de séries télévisées, ce qui fait de cette chanson l'une des plus iconiques de sa génération. Et du coup, l'autotune, qui avait initialement été conçu pour corriger des petites imperfections vocales, a été repensé par Cher et son équipe pour en faire un outil créatif. Cher est comme ça devenue l'une des chanteuses les plus importantes dans l'histoire de l'autotune, et cet effet de l'autotune un peu exagéré est devenu à cette période-là connu comme l'effet Cher. L'impact de cette chanson va donc bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elle a redéfini la façon dont l'autotune pouvait être utilisé dans la musique populaire, ouvrant la voie à une nouvelle ère de créativité sonore. Mais on n'en est pas encore à ce stade-là, et en réalité, son histoire commence bien avant ça, parce qu'elle a débuté en 1989. Tout commence avec ce monsieur. Il s'appelle Andy Hildebrand et à première vue, c'est un homme plutôt lambda. Un Américain né dans une petite ville et qui a fait ses études en électricité. Mais détrompe-toi, parce que ce gars, il n'est en réalité pas aussi lambda que ça, parce qu'en grandissant, il va développer sa passion, une passion qui va révolutionner le monde de la musique et notre façon de la créer. En réalité, cet ingénieur en électricité, à lui seul, a tout simplement trouvé la solution pour que tout le monde puisse savoir bien chanter. En tout cas, ça, c'est le projet de base. Mais avant d'en arriver là, Andy a passé plusieurs années à se spécialisé dans un domaine en particulier, la sismologie. En gros, il étudie les sols, la terre, et réalise des prédictions sismiques. Du coup, pendant cette période-là, il met au point une méthode, une invention, qui permet d'envoyer des ondes sous la terre pour savoir s'il y a du pétrole à aller chercher ou pas. Ce qui permet aux compagnies pétrolières de gagner énormément de temps et d'argent. Autant dire qu'Andy, c'est vraiment un gars très doué dans son domaine, tellement qu'il va continuer pendant plusieurs années. Non. Pas du tout en fait, parce qu'il va vendre son invention pour plusieurs millions de dollars et prendre sa retraite à l'âge de 40 ans. Le gars, il a tout compris à la vie. À cette période-là, Andy était donc millionnaire et il aimait plutôt bien cette situation. Jusque-là, on peut le comprendre. Mais il y avait tout de même un petit problème. Être en vacances toute l'année, c'est très bien, mais au fil du temps, il commence à s'ennuyer. À partir de là, il va décider donc de faire ce qu'il aime vraiment, et depuis sa jeunesse, il a en réalité une autre passion, une passion pour la musique. C'est comme ça qu'il s'est inscrit dans une école de musique pour apprendre la composition. Et il apprend comme ça à faire de la musique, et il découvre comment le matériel de musique fonctionne. Et quelques années plus tard, pendant un dîner avec des amis, Andy va leur demander ce qui, selon eux, doit encore être inventé. C'est là qu'une femme va répondre, une boîte qui me permet de chanter juste.
juste. Et de base, c'était simplement une blague. Une blague qui certes n'est pas incroyable, mais qui aura le mérite de faire réfléchir Andy. Et il va alors rapidement se rendre compte que les algorithmes qu'il utilisait dans son métier précédent pourraient s'appliquer à la musique. Tout d'abord, il va alors lancer le logiciel échantillonneur Infinity, parce que comme il n'appréciait pas vraiment les sons artificiels des instruments numérisés, il a créé un algorithme capable de boucler des échantillons de cordes. Pour ça, il s'est appuyé sur les technologies de traitement numérique qu'il avait développées dans le domaine sismique les années précédentes. Et plus tard, il va ouvrir une entreprise, Antares Audio Technologies, et se mettre au travail. C'est comme ça qu'en l'espace de quelques semaines seulement, la première version de l'autotune est née, et après plusieurs années de travail, Antares peut enfin dévoiler l'autotune au monde. En réalité, l'idée même de l'autotune est assez simple. Il fallait simplement y penser. Quand quelqu'un chante, sa voix peut être représentée sous forme d'une onde numérique. Si la hauteur de l'audio est plus élevée, il y aura une distance plus courte entre chaque pic et vallée de l'onde. Et l'autotune fonctionne en détectant les parties de l'onde qui sont désaccordées, en déplaçant du coup l'onde pour correspondre à la note musicale la plus proche. En gros, à chaque fois qu'une note n'est pas correcte, le logiciel va immédiatement la coller à la note musicale la plus proche, ce qui fait que la note sera alors bien correcte. Mais là, je résume grossièrement parce que l'autotune c'est bien évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais du coup l'autotune c'est à la base un programme informatique qui est utilisé par les ingénieurs du son qui permet à un chanteur qui n'est pas très bon de quand même pouvoir chanter juste. Mais il permet aussi d'autres choses parce que quand on pousse les réglages à l'extrême, le traitement prend un aspect beaucoup plus artificiel, ce qui donne à la voix un aspect robotique. Et il faut savoir que la vitesse d'ajustement de la voix peut se paramétrer différemment dans le logiciel, ce qui permet du coup de créer une transition plutôt naturelle ou pas, parce que si on décide de la régler à la vitesse maximum, sur 0, le logiciel trouvera la note la plus proche et changera la voix instantanément. Ce qui du coup supprime cette transition naturelle de la voix et rend la voix beaucoup plus métallique, beaucoup plus robotique. Donc logiquement, on pourrait penser qu'il ne faudrait pas en abuser, enfin, tous les artistes ne pensent pas comme ça, et tout comme Cher l'a fait auparavant avec sa chanson Believe, certains artistes vont utiliser le logiciel avec excès pour en faire carrément leur marque de fabrique. Après la sortie du morceau de Cher, énormément d'artistes ont tenté de nouvelles choses en utilisant l'autotune. On a par exemple le groupe de rock anglais Radiohead qui l'a utilisé sur leur album sorti en 2001. Ce groupe est déjà à la base connu pour son expérimentation musicale et sa volonté de repousser les limites du son, et leur album est du coup un parfait exemple de cette approche. Dans cet album, Radiohead a utilisé l'autotune pour ajouter une nouvelle dimension à leur son. Dans ce morceau, la voix du chanteur Thom Yorke est déformée pour créer une atmosphère hypnotique, mais au fil des années 2000, l'utilisation de l'autotune s'est petit à petit dirigée vers le R&B et le rap, et un artiste en particulier va personnifier ce changement comme jamais auparavant. Cet artiste, c'est T-Pain. Au début des années 2000, T-Pain s'est fait connaître pour son style vocal à part, et à partir de ce moment-là, il est devenu l'un des premiers artistes dans le domaine du hip-hop à utiliser l'autotune de façon créative. T-Pain, qui cherchait un moyen de rendre sa voix unique à ce moment-là, a été inspiré par la chanson If You Had My Love de Jennifer Lopez, qui utilise de l'autotune. Et bien avant ça, il avait aussi été inspiré par des sons similaires obtenus par des artistes comme Roger Troutman et Teddy Riley. Même si l'autotune n'existait évidemment pas à ce moment-là, ces artistes ont utilisé d'autres moyens comme les talkbox et les vocodeurs pour modifier leurs chansons. Le talkbox permet par exemple aux musiciens de façonner le son d'un instrument en le faisant passer à travers un tube placé dans la bouche du musicien. Le son de l'instrument est alors envoyé dans ce tube, qui est du coup modifié par les articulations de la bouche du musicien. Le son de l'instrument est envoyé dans ce tube, et le musicien le modifie alors en articulant des mots avec sa bouche. C'est donc en fait le son des lèvres du musicien qui vient modifier le son de l'instrument. Et l'un des exemples les plus connus, c'est dans la chanson Living on a Prayer de Bon Jovi, où le son de la guitare est modifié en utilisant une talkbox. Le vocodeur, quant à lui, fait plus ou moins le contraire, parce que dans son cas, c'est la voix qui sera modifiée à l'aide d'un instrument. D'ailleurs, dans une des chansons des Daft Punk, le vocodeur est omniprésent, et ça ressemble un peu à ça.
Ces deux types d'effets sont du coup souvent considérés comme les précurseurs de l'autotune, et T-Pain s'en est donc inspiré en utilisant l'autotune pour développer son propre style, en intégrant comme ça l'autotune comme un instrument à part entière dans ses compositions, et en l'utilisant avec des paramètres parfois extrêmes, il a contribué à le populariser dans le domaine du hip-hop, ouvrant la voie à de nombreux autres artistes pour explorer de nouvelles possibilités sonores. L'autotune lui permettait de créer des mélodies accrocheuses et des effets vocaux uniques, et avec des morceaux comme Buy You a Drink et Bartender, il est devenu l'une des figures emblématiques de la scène musicale dans le domaine du hip-hop. En 2009, il a même sorti une application nommée I Am T-Pain. Cette appli était dotée d'un autotuneur qui permettait à ses fans d'enregistrer et de modifier leur propre voix sur sa musique. Depuis, T-Pain est reconnu comme étant le pionnier dans l'utilisation créative de l'autotune dans le domaine du hip-hop, du rap et du R&B. Et en introduisant l'autotune dans ces domaines, sa musique a eu un réel impact sur la musique populaire, en inspirant notamment des artistes comme Snoop Dogg, Lil Wayne, mais surtout Kanye West, qui est à son tour devenu un pionnier dans l'utilisation créative de l'autotune, notamment avec son album sorti en 2008. Dans ce projet, Kanye West utilise cet effet pour créer des sons émotionnellement chargés et expérimentaux, mais le morceau dans lequel l'utilisation de l'autotune est probablement la plus frappante, c'est Love Lockdown. Ce premier single de l'album a beaucoup fait parler, suite à l'utilisation abusive du logiciel. Voyant que le succès attendu n'était pas au rendez-vous, Kanye West a décidé d'enregistrer une nouvelle version de cette chanson, une version qui sera alors un peu plus appréciée par son public. I got no one new. No, I said I'm through, but got love for you, but I'm not loving you way I wanted to. De cette façon, et au fil des années, l'autotune est devenue de plus en plus courante, principalement dans le monde de la pop et du hip-hop. Et des artistes comme Drake, Bruno Mars ou encore les Black Eyed Peas se sont mis à l'utiliser régulièrement. Mais malgré ça, quelques artistes ont tout de même exprimé des critiques envers l'utilisation de cet effet, et Jay-Z fait probablement partie des premiers à l'avoir fait ouvertement. Et comment faire mieux que de le faire en chanson? En 2009, alors que la pratique de l'autotune devient monnaie courante dans l'industrie musicale, Jay-Z sort le single DOA, qui est une abréviation de Death of Autotune, qui signifie mort de l'autotune. Les paroles abordent l'usage excessif de l'autotune dans l'industrie musicale, mais elles mentionnent aussi directement T-Pain. This is anti-auto-tune, death for the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera, bring a blonde, preferably with a fat ass who can sing a song. You rappers singing too much, get back to rap, you T-Paining too much. Jay-Z a par la suite déclaré que le but de la chanson était de marquer les gens en abordant ce sujet. Il affirmait que même s'il apprécie l'utilisation de l'autotune par des artistes ayant le sens de la mélodie comme T-Pain et Kanye West, selon lui, énormément de gens avaient adopté l'utilisation de l'autotune pour pallier au fait qu'ils ne savaient tout simplement pas chanter. Et Jay-Z a par la suite aussi insisté sur le fait que la chanson n'était en aucun cas une attaque personnelle contre T-Pain et qu'il critiquait simplement l'utilisation excessive de l'autotune. Et d'ailleurs, T-Pain lui-même a déclaré qu'il aimait plutôt bien la chanson de Jay-Z. Mais aux alentours de cette période, T-Pain va connaître un contre-coup dans les médias par rapport à son utilisation excessive de l'autotune. Énormément de fans vont lui tourner le dos en se disant que comme il utilisait trop d'autotune, ça voulait forcément dire qu'il ne savait pas chanter, même si par la suite il a quand même continué à utiliser de l'autotune, parce qu'après tout, ça faisait partie de son identité musicale, contrairement à d'autres artistes qui suivaient simplement une tendance. Finalement, l'utilisation de l'autotune dans le monde du hip-hop a connu une résurgence au milieu des années 2010, notamment avec des artistes comme Playboi Carti ou encore Travis Scott. Même chose en France avec les rappeurs Booba et Rof qui ont inauguré les premiers albums français conçus avec l'autotune, même si en réalité d'autres artistes moins connus l'utilisaient bien avant eux. À part ça, l'effet est aussi devenu populaire dans la musique raï et d'autres genres originaires d'Afrique du Nord, et il y aurait même certaines stars de la musique country qui utiliserait de l'autotune. Au fil du temps, l'autotune a séduit énormément de musiciens et autant dire qu'aujourd'hui, cet effet est utilisé partout dans le monde. Mais tu t'en doutes, l'autotune a toujours reçu beaucoup de critiques et ça pour plusieurs raisons. L'autotune a toujours énormément fait parler, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'évidemment ça permet énormément de choses. Que ce soit pour corriger des imperfections dans la performance vocale ou pour être utilisé en tant qu'outil créatif, toutes ces différentes options, ça permet aux artistes de se réinventer, mais ça permet surtout aux artistes et aux producteurs de travailler de manière beaucoup plus efficace et de produire de la musique beaucoup plus rapidement. Mais alors, est-ce que tous ces points positifs font le poids par rapport aux points négatifs qu'apporte l'autotune? Avec probablement le plus important d'entre eux, la perte
d'authenticité. En masquant les imperfections naturelles de la voix humaine, l'autotune va souvent donner l'impression que la voix n'est pas réelle, et dans certains cas, ça peut entraîner la sensation de déconnexion émotionnelle entre l'artiste et son public. Mais surtout, l'omniprésence de l'autotune dans l'industrie musicale, ça peut amener à une standardisation du son, où énormément de chansons vont commencer à se ressembler, et avec ça vient évidemment aussi la dépendance de certains artistes à l'autotune. Ils pourraient alors se dire qu'ils n'ont plus à tenter de s'améliorer dans leur performance vocale en tout cas, vu que grâce à l'autotune, quasiment tout est possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à appuyer sur ce petit bouton j'aime, à mettre un petit commentaire, à t'abonner, à activer la cloche. De toute façon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.